Merci tout le monde d'être là. Désolé pour la première prise qui a été un problème technique. Bienvenue dans cette prise 2. J'espère que pour commencer, que vous n'êtes pas trop affecté par la grève générale du Front commun. Donc, effectivement, cette présentation est sur les jeunes adultes et les employeurs, donc un espace commun à trouver. Donc, je vais partager mon écran en espérant que ça va bien se passer. Voilà. Donc, attente des jeunes travailleurs, défi des employeurs. Donc, je prends pour acquis, moi, je ne vous vois plus, donc je prends pour acquis que tout le monde le voit bien et que m'entend bien aussi. Donc rapide présentation, Eddie Penneau, conseiller d'orientation, professeur à l'Université de Sherbrooke. Je suis co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, volet éducation, citoyenneté et culture, et je suis aussi membre du Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage. Donc, sans plus tarder, les objectifs de cette présentation sont au nombre de 3. Ça va se conclure avec la période de questions et d'échanges dont on vous parlait au début. Donc, premier élément, faire très rapidement l'état d'éléments saillants du contexte social-économique qui structure l'état actuel du marché du travail et certaines perspectives à court terme. Donc, on sait que le marché du travail est très mouvementé, on va dire ça comme ça, surtout depuis la pandémie. Ensuite, par rapport à ça, ça va mettre la table pour la place et le rôle des jeunes adultes dans le contexte actuel du marché du travail. Donc, quelles sont, par exemple, les attentes collectives à leur égard, leur rapport au travail surtout, et les attentes face au marché du travail et à leur carrière. Et ça va nous permettre ensuite de là de finir sur le point qui, je pense, est le plus important pour vous. Qu'est-ce que ça représente comme défi pour les employeurs? Donc, on regarde ce qui précède. Quels sont les éléments potentiels à considérer selon moi et surtout selon plusieurs personnes dont je suis les travaux et aussi les publications pour s'assurer d'une mobilisation de cette main-d'œuvre. Et comme Sandrine l'a dit tantôt, il y aura une période de questions et d'échanges qui va conclure la conférence. Donc, très rapidement, il y a 3 transitions majeures. Ça, c'est l'un du but que de la presse, il y a quelques années, qu'il nommait, mais ça reste d'actualité. Premièrement, vous le savez, c'est le déclin démographique, le vieillissement de la population, qui, à mon sens, amène une double pénurie. Premièrement, une pénurie quantitative, c'est-à-dire on manque de bras, mais aussi qualitative, parce qu'on manque de compétences. Et donc, vous le savez, la pénurie est telle que ça remet en question beaucoup la prospérité économique même du Québec. Donc, si c'est un avantage à court terme pour le travailleur, dans le sens qu'il a le gros bout du bâton, c'est un désavantage à long terme, autant pour le travailleur, mais aussi pour l'employeur, dans la mesure où moins de travailleurs, ça veut dire moins de recettes fiscales pour la société québécoise et donc des impacts sur la santé, l'éducation, les infrastructures, etc. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi du numérique. Donc, c'est vraiment accroître la place du savoir dans l'économie québécoise parce que c'est vraiment sa compétitivité qui est en jeu. Et donc, il y a une accélération de la transition vers le numérique parce qu'il y a vraiment une chaîne de valeur très importante qui se joue à ce niveau-là. Et ça crée au final une pression sur l'ensemble des travailleurs parce qu'il y a vraiment une injonction très forte à la formation continue, à se remettre en question, à ne pas tomber dans une obsolescence en termes de compétences et à toujours être à la pointe de ce qui se fait en termes de technologie de l'information et des communications. Et finalement, on ne peut pas y échapper, c'est évidemment la transition écologique. Il y a tout d'abord, sur le plan économique, un gisement d'emplois qui exige une veille informationnelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs emplois qui vont venir avec les enjeux écologiques qui vont émerger dans les 10-15 prochaines années et dont il va falloir en tenir compte dans notre planification. Mais c'est aussi évidemment une transformation de nos modes de vie en raison des changements climatiques. Donc, vous le savez, on a un marché du travail québécois, mais aussi plus largement dans le monde occidental qui est en surchauffe. On a plusieurs indicateurs, que ce soit en termes de taux d'emploi, taux de chômage, taux d'activité, qui atteignent des sommets historiques depuis 1976. 76, tout simplement, c'est parce que c'est la première année où on a commencé à faire des statistiques sur le marché du travail au Québec. Donc, on n'a jamais eu autant, depuis les deux dernières années, autant de personnes actives, donc des personnes qui travaillent ou qui veulent travailler. On n'a jamais eu autant de personnes en emploi à temps plein. Et on a un ratio chômeur post-vacant à 0,8 au Québec. Ça veut dire que pour 10 emplois disponibles post-vacants, on a 8 personnes au chômage au Québec. Donc ça veut dire 2 choses. Première des choses, c'est le ratio le plus faible au Canada. Et deuxième des choses, ça veut dire que si tout le monde qui était au chômage actuellement se mettait en emploi, il y aurait encore des postes vacants au Québec. Donc c'est pour dire que la pénurie est extrêmement importante. Évidemment, la pandémie a accentué cette surchauffe du marché du travail en raison du déclin démographique. Donc, ça crée des tensions importantes sur la capacité d'offre de biens et services. Vous, comme employeur, vous le savez bien. Et ça s'est accompagné avec la pandémie d'une reprise très forte de la demande de consommation.
On pense notamment au voyage, ce qui fait que ça a créé vraiment une tension très importante, sans parler que la guerre en Ukraine, par exemple, ça a accentué ce phénomène-là et donc ça a conduit aux pressions inflationnistes. Sauf que depuis un an à peu près, vous savez, la politique monétaire de la Banque du Canada, avec la hausse du taux directeur, ça a permis un peu de juguler la pression inflationniste, dans le sens qu'on a une hausse du taux de chômage et aussi une baisse du marché immobilier. Donc, il faut vraiment nuancer les perspectives pour les prochaines années sur le marché du travail. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est dans un contexte persistant de déclin démographique et de pénurie de main-d'œuvre et des compétences, ce qui fait que les attentes sont très fortes envers plusieurs bassins d'emploi, par exemple les personnes immigrantes, mais en particulier envers les jeunes adultes. Pourquoi? Parce que les jeunes adultes sont par définition jeunes et donc ils ont un potentiel de présence sur le marché du travail qui est très élevé. Ils seront là pour les 30, 35, 40 prochaines années. Et donc, d'une part, ils vont être là pendant très longtemps. D'autre part, les jeunes adultes au Québec sont francophones ou bilingues et ils sont déjà socialisés à tout ce qui est les attentes du marché du travail au Québec. Et donc, on compte vraiment sur eux pour combler en grande partie les attentes des employeurs. Et donc, on leur demande à ces jeunes adultes-là de se préparer adéquatement aux besoins du marché du travail. C'est une perspective, ce qu'on appelle adéquationniste, qu'utilise Service Québec depuis plusieurs années dans ses orientations stratégiques, qui est de faire rencontrer, de faire matcher, si vous me permettez l'anglicisme, entre d'un côté les attentes du marché du travail et les capacités ou les aptitudes des jeunes adultes en termes de qualification, diplôme ou certification, ou en termes d'employabilité. C'est-à-dire qu'on attend de l'école en particulier et en particulier du service des stages et de placement à l'Université de Sherbrooke de contribuer ou de continuer à consolider chez les adultes toutes ces attitudes qui sont importantes pour l'insertion et l'adaptation sur le marché du travail, que là, on parle de ponctualité, d'assiduité, de gestion de travail en équipe, de respect de l'autorité, etc. Donc, ce qui fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on va avoir vraiment un renforcement des passerelles entre le monde de l'éducation et le monde du travail. Ce qu'on entend par là, c'est toutes les formules d'alternance travail-études, les programmes d'apprentissage en milieu de travail, le régime coopératif qui existe depuis plusieurs décennies à l'Université de Sherbrooke. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment le caractère urgent de double pénurie, car il y a vraiment un enjeu de survie des entreprises pour les employeurs, comme vous le savez très bien. Quand on regarde les travaux scientifiques, mais aussi quand on regarde aussi d'autres publications plus professionnelles sur les jeunes adultes, on s'aperçoit cependant que toutes ces attentes sont très légitimes et très compréhensibles, mais on s'aperçoit que les jeunes adultes, eux, de leur côté aussi, ont des attentes et on voit vraiment une transformation importante de leurs besoins par rapport à leur carrière. Première des choses qu'on constate de manière générale, c'est vraiment la remise en question des jeunes adultes face au rapport du travail historique. Qu'est-ce que j'entends par là? Le rapport au travail historique, c'est faire carrière dans la même entreprise, promotion par l'ancienneté, notamment considérant le contexte syndical très fort dans la société québécoise, le travail aussi comme source principale de relations sociales, mais aussi le travail comme source principale pour organiser son temps, et aussi le travail comme élément structurant d'identité. Vous le savez, hein, une des premières choses qu'on demande quand on rencontre une personne, c'est de lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Or, les jeunes adultes remettent en question ce rapport au travail historique. Ils remettent en question de faire carrière dans la même entreprise, par exemple, ou ils remettent encore en question le travail comme source principale de leur identité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'on constate, c'est qu'ils construisent de plus en plus un rapport inédit au travail, et ça, quel que soit leur degré de scolarité. Et ça, c'est très important. Qu'ils soient des jeunes adultes non diplômés du secondaire, ou diplômés de la formation professionnelle, ou diplômés du cégep, ou diplômés de l'université, comme c'est le cas des jeunes adultes à l'Université de Sherbrooke, tous, de manière générale, changent leur rapport face au travail. Et ce qu'on constate de manière assez prégnante, c'est que la dimension, ce qu'on appelle, ce que plusieurs chercheurs appellent la dimension expressive face au travail prédomine. Dans le sens qu'ils veulent que le travail soit une source de réalisation professionnelle, bien entendu, mais aussi une source d'épanouissement personnel où les interactions sociales et le lien avec l'employeur en termes interpersonnels prend une place très importante pour eux. C'est ça qu'on veut dire par dimension expressive. Il faut que le travail pour ces jeunes adultes-là soit un lieu où ils peuvent s'exprimer en tant que travailleurs, mais aussi en tant qu'individus. Ceci dit, de manière assez paradoxale, on aurait pu s'attendre à ce que les jeunes adultes aient développé une sorte de relation éloignée face au marché du travail. Au contraire, le travail demeure pour eux encore un élément structurant de leur vie et de leur identité, comme les générations précédentes. Donc, on a vraiment ce double jeu d'oscillation entre le travail
Oui, c'est une sphère parmi tant d'autres pour moi dans ma vie. C'est quelque chose d'important, certes, mais pas aussi important ou pas plus important que ma vie amoureuse, ma vie familiale, etc. Mais en même temps, le travail, ça reste un élément très important dans ma vie. Donc, il y a vraiment ce double jeu pour ces jeunes adultes-là. Si on prend le cas, par exemple, des jeunes adultes scolarisés, en particulier ceux diplômés de l'université, on voit vraiment, comme le titre de ma diapositive l'indique, c'est vraiment travailler pour vivre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en position de force. Ils savent qu'ils tiennent le gros bout du bâton, dans la mesure où la double pénurie de main-d'œuvre et de compétences les favorise, parce que ce sont des travailleurs hautement qualifiés et spécialisés. Et ça les favorise parce que les emplois les plus rémunérateurs de manière générale se trouvent là où ça demande le plus de qualifications et de spécialisation. Et ils sont souvent bien socialisés aux attentes du marché du travail, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont aux études, plusieurs années qu'ils ont commencé déjà à travailler sur le marché du travail. Donc, ils sont souvent les mieux adaptés en termes de performance, en termes de formation continue, en termes d'habileté relationnelle pour la gestion des équipes, etc. Évidemment, il faut nuancer ça, dans la mesure où un diplômé, un bachelier en administration des affaires sera plus favorisé sur, excusez-moi, sera plus favorisé sur le marché du travail qu'un diplômé en philosophie ou en littérature française, par exemple. Mais de manière générale, les diplômes universitaires sont très demandés sur le marché du travail. Ils sont aussi très favorisés parce qu'ils ont généralement une bonne maîtrise de plusieurs compétences numériques. Donc, ils n'ont aucun problème à travailler, évidemment, avec la suite Word ou avec Excel, mais aussi avec tous les réseaux sociaux, sans pour autant, puis là, c'est important de nuancer ça, sans pour autant avoir nécessairement une bonne capacité critique face aux informations qui sont véhiculées sur Internet. Donc, oui, ils sont très bons. Puis moi, mes propres recherches le démontrent. Ils sont très bons pour aller sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, etc., pour communiquer de manière en temps réel sur Messenger, Instagram ou sur WhatsApp. Mais en même temps, leur capacité d'analyse critique ou de garder une distance critique face aux informations véhiculées sur Internet n'est pas très développée. Donc, il y a vraiment du pour et du contre face à leur maîtrise des technologies de l'information et des communications. Troisième élément qui joue, c'est que la mobilité fait partie de leur conception de la carrière. Vous vous rappelez tantôt dans la diapo précédente, dans le rapport au travail historique, c'était faire carrière dans la même entreprise. On s'aperçoit que pour la majorité des jeunes adultes, faire carrière dans la même entreprise n'est plus d'actualité. Pour eux, la mobilité fait partie intrinsèque de leur vie à la carrière. Dans une étude récente, on sait que près de 60% des 16 à 24 ans et des 40% des 25 à 34 ans ont l'intention de changer d'emploi dans les 5 prochaines années. Donc, vous me voyez venir, il y a vraiment un enjeu pour les employeurs de mobilisation de cette main-d'œuvre-là dans leurs entreprises, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et finalement, ces jeunes adultes-là ont vu leurs parents dans un contexte difficile dans la carrière. Ils ont vu leurs parents devoir transiger avec des coupures de régime de retraite. Ils ont vu leurs parents devoir transiger avec des réductions des avantages sociaux. Ils ont vu leurs parents devoir composer avec des emplois précaires. Et donc, ils questionnent donc la pertinence d'un modèle d'emploi salarial typique où la sécurité, la stabilité en carrière est le plus important. Donc, non seulement ils questionnent ça parce qu'ils ont vu des parents qui ont eu à gérer ces enjeux-là, non seulement ils sont diplômés, donc ils ont beaucoup d'atouts en leur main, puis en plus, la double pénurie les met en position de force. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ils considèrent qu'ils ont des atouts à faire valoir, mais aussi des exigences à poser face aux employeurs. Donc, quand on prend tout ce contexte-là, on peut se demander à ce moment-là, quelles sont les pistes et stratégies potentielles pour les employeurs? Moi, j'en ai ciblé 3. La première des choses, c'est vraiment, oui, la rémunération financière est très importante, bien entendu, surtout dans un contexte d'inflation, où pour eux, c'est important d'avoir une bonne rémunération, surtout s'ils ont des bons atouts à faire valoir. Mais on va aussi mettre en avant la rémunération dite sociale, c'est-à-dire que les conditions de travail et les avantages sociaux axés sur le bien-être, donc beaucoup ce qu'on va appeler sur le court terme, ce qui va faire du sens pour eux immédiatement, ça va aussi un bon attrait pour eux. Par exemple, on sait que certaines entreprises vont proposer dans les avantages sociaux de rembourser l'abonnement au gym ou encore rembourser l'abonnement à Netflix pour vraiment attirer les jeunes adultes. Mais de l'autre côté, je vous dirais que je lis des études assez récentes, donc dans les 2 dernières années, qui disent que les conditions de travail classiques, comme par exemple
les avantages, un fonds de pension ou encore les soins médicaux, etc., qui avaient moins la popularité chez les adultes il y a 5-10 ans, ça commence à revenir. Et les hypothèses qui sont amenées, c'est que la précarité et l'inflation, finalement, avant un bon fonds de pension, puis l'accès plus difficile à la propriété, finalement, c'est pas si pire que ça d'avoir un bon fonds de pension puis avoir des avantages sociaux comme le dentiste ou avoir accès à un psychologue, surtout quand on a des enjeux de santé mentale. Donc, il y a vraiment du pour et du contre. Il y a vraiment essayé de trouver un panachage entre des conditions de travail classiques, mais aussi des conditions de travail plus axées sur le bien-être dont je viens de parler. Parce que pour ces jeunes adultes-là, ça va témoigner du lien relationnel et du respect des aspirations professionnelles, mais aussi personnelles que vous, comme employeur, vous pouvez leur considérer. Donc, c'est ce qu'on appelle ça de manière générale la rémunération sociale. Il y a aussi une importance qui doit être accordée au niveau de la gestion des ressources humaines pour se centrer davantage sur la diversité. Oui, parce que la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que des catégories de main-d'œuvre beaucoup moins employables auparavant deviennent très employables maintenant, comme par exemple les personnes en situation de handicap. Donc, il faut gérer la diversité, mais c'est aussi la présence accrue de travailleurs immigrants, la diversité de genre, dans une perspective d'EDI, c'est-à-dire d'équité, diversité et d'inclusion. Donc, vous, comme employeurs, vous n'aurez pas le choix d'accorder plus d'importance à vous préoccuper des questions de diversité, de genre, de culture, mais aussi de situation de handicap, pour vraiment être au diapason des valeurs de ces jeunes adultes-là qui sont très axés sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Troisième élément qui joue dans la rémunération sociale, c'est vraiment offrir des opportunités de formation continue. Oui, en termes économiques ou en termes d'emploi, de travail que les jeunes adultes exercent dans votre entreprise, mais c'est aussi offrir des formations continues qui ne soient pas nécessairement axées sur une logique de productivité, mais qui viennent aussi les stimuler ou les interpeller en tant que parents, citoyens, amis ou joueurs de soccer, etc. L'idée ici, c'est vraiment de les garder stimulés, de leur offrir pas juste de la formation continue, mais aussi de l'apprentissage de manière régulière dans leur milieu d'emploi pour pouvoir les garder vraiment stimulés et intéressés à travailler dans votre entreprise. Et ça se joue, puis c'est le quatrième point de cette catégorie-là, ça se joue dès l'entrée de l'employé dans l'organisation en mettant en place, par exemple, un programme de mentorat. Donc, dès le départ, c'est offrir pour vous une image positive en tant qu'employeur en disant que, ici, je pourrais vous donner une image. Dans une de mes recherches où je faisais des entrevues avec des jeunes adultes, il y avait un jeune adulte qui prenait une image qui me disait, mais tu sais, il dit, les employeurs, c'est un peu comme du homestaging. Quand tu visites une maison, tu vois bien ceux qui font du homestaging pour vendre la maison, puis ceux qui font du homestaging parce qu'ils veulent vraiment mettre belle leur maison, mais pour eux-mêmes. Ben là, c'est pareil. Si je vois un employeur qui me fait du homestaging juste pour m'attirer, puis que finalement, au quotidien, il ne fait rien, mais que si je vois qu'il fait du homestaging, mais qu'il fait vraiment ça au quotidien, puis qu'il fait vraiment des choses où il a vraiment à cœur mes préoccupations personnelles et professionnelles, ça va faire une différence pour moi si je vais dire oui plutôt qu'un autre. Et à tel point que certains vont me dire que ça pourrait me faire une différence en termes de salaire. Je préfère gagner moins, mais être bien dans une entreprise, plutôt que gagner plus, mais être moins bien dans une autre entreprise. Donc ça, c'est la première catégorie, la rémunération financière, mais aussi sociale. La deuxième catégorie, je ne pense pas que ce soit une surprise pour vous, c'est tout ce qui concerne la conciliation et la flexibilité. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ces jeunes adultes-là, j'en avais parlé dans une diapo précédente, le travail comme sphère de vie n'est plus aussi importante qu'auparavant que pour les générations précédentes. C'est une sphère de vie importante, mais pas plus importante que les autres sphères de vie. Donc, pour eux, il y a vraiment un jeu de jonglage, dans la mesure où c'est important pour moi, quand je suis adulte, de m'épanouir comme travailleur, mais aussi de m'épanouir comme parent, de m'épanouir comme ami, de m'épanouir comme conjoint, de m'épanouir dans mes activités associatives ou sportives. Et donc, pour eux, c'est vraiment important que vous puissiez leur offrir de la conciliation. L'époque que plusieurs d'entre vous, incluant moi, ont connue où on faisait des concessions, où les compromis et concessions étaient plutôt faits dans les autres sphères de vie, que ce soit amoureux, familial, etc., pour prioriser le travail,
c'est une réalité qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins prégnante pour ces jeunes adultes-là. Ils s'attendent à ce que l'employeur puisse faire des compromis pour qu'eux puissent aussi s'épanouir en tant que parents, conjoints ou joueurs de soccer ou joueurs de hockey, par exemple. Donc, très concrètement, ça passe bien entendu dans la possibilité d'offrir des horaires plus flexibles en fonction des besoins et contraintes de chacun, évidemment dans un souci d'équité entre les employés et les besoins de votre organisation. Mais ici, ce qui est important de retenir, c'est vraiment la première partie du deuxième paragraphe, c'est offrir la possibilité. Ça veut dire, concrètement, ce n'est pas d'offrir automatiquement des horaires plus flexibles, mais c'est d'offrir l'option ou le choix que si ça adonne, il y a la possibilité de s'asseoir puis de regarder pour des horaires flexibles si la personne le souhaite éventuellement. Donc, ce n'est plus une question de rétention, mais vraiment une question de mobilisation. La question de rétention, c'était vraiment l'idée que ça serait vraiment une perspective où j'essayais de garder mes employés au cas où ils s'en iraient, alors que l'idée de mobilisation, c'est vraiment de travailler au quotidien le lien relationnel avec mes employés pour s'assurer de leur engagement, puis éviter ce qu'on appelle aussi la démission silencieuse, ce qu'on appelle le ghosting. Donc, des gens qui prennent des congés maladie ou qui prennent des congés de vacances ou qui se désengagent très progressivement du travail pour finalement ne plus revenir. Donc ici, le point à retenir ici dans la table de conciliation et flexibilité, c'est vraiment l'idée de jonglage dont parlait un jeune adulte, dans le sens que je ne veux plus que mon employeur me considère seulement dans mon identité de travailleur, mais je veux que mon employeur ou mes employeurs me considèrent de manière plus large dans l'ensemble des identités qui constituent mon parcours de vie. Comme je dis tantôt, je ne suis pas juste un travailleur, je suis aussi un conjoint, un parent, s'il y a lieu, un joueur de hockey, quelqu'un qui s'implique dans ma vie associative, dans ma vie de quartier, etc. Et donc, ce sont ces ensembles de sphères de vie que le jeune adulte souhaite que les employeurs considèrent quand ils vont les embaucher. Surtout que pour eux, depuis la pandémie, ça constitue vraiment un enjeu de santé mentale. Et donc, pour eux, sentir que leur employeur les considère au-delà de leur identité de travailleur, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux qui peut faire une différence non seulement dans l'embauche, le recrutement, mais aussi dans leur maintien dans l'organisation. La troisième catégorie, c'est vraiment ce qui ressort de plus en plus, c'est ce qu'on appelle développer dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, une culture de la reconnaissance. Donc, ce que ça veut dire, c'est vraiment de votre part comme employeur, développer ou, si vous l'avez déjà, consolider une posture proactive et d'écoute. Donc, ne pas attendre que l'employé manifeste ses besoins, mais aller au-devant pour exprimer une réelle considération de votre part envers ses attentes. Donc, encore une fois, c'est comme un jeune adulte me le disait une fois, c'est comme une relation de couple. Si l'autre me prend pour acquis, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me désengager. Mais si l'autre est proactif et attentif à mes besoins, puis pas nécessairement répondre de manière disproportionnée ou par de grandes déclarations, mais que ça se joue au quotidien, ça peut faire une différence pour des jeunes adultes quand ils se cherchent un emploi. Puis pour vous, comme employeur, avoir cette posture proactive, comme je l'indique à la fin du premier paragraphe, ça vous permet éventuellement, le cas échéant, de déceler des indices potentiels d'un départ, de quelqu'un qui fait du ghosting, de quelqu'un qui se désengage, et donc de pouvoir anticiper ce phénomène-là, ce phénomène de désengagement, pour pouvoir y donner suite et de pouvoir offrir des moyens de retenir le jeune adulte. Deuxième élément qui vient faire aussi une grande différence dans la culture de la reconnaissance, c'est vraiment le plus possible d'impliquer et d'associer les jeunes adultes ou les employés de manière plus large à la définition de la culture organisationnelle et aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, ici, on est vraiment plus dans un management verticalisé où c'est vraiment la direction qui décide des orientations stratégiques et qui ensuite les répercute de manière concrète aux employés qui ont les mettre en œuvre. Mais c'est vraiment essayer d'adopter le plus possible une gestion horizontalisée, c'est-à-dire que dès le départ, chaque employé a sa contribution potentielle à apporter aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et donc, ça, c'est extrêmement important pour les jeunes adultes parce que leur valeur fait une différence pour eux. S'ils constatent que leurs valeurs sont en cohérence avec celles de l'entreprise, c'est sûr que ça va jouer beaucoup dans leur engagement. Donc ici, on peut parler par exemple de valeurs en termes de développement durable,
en termes de reconnaissance, en termes de santé mentale, en termes de conciliation travail-famille ou encore d'équité, diversité et inclusion. Donc, si vous, dès le départ, par exemple, sur votre site Web, vous indiquez très concrètement que dans votre orientation stratégique ou dans votre culture d'entreprise, ces valeurs-là, par exemple, sont très importantes et que vous les appliquez concrètement et que vous demandez à vos employés de participer à la définition de cette culture-là, c'est sûr que ça peut faire une différence significative pour ces jeunes adultes-là d'appliquer chez vous plutôt qu'ailleurs. En cohérence avec ce deuxième point-là, il y a un troisième point qui est vraiment offrir de l'autonomie dans les tâches comme dans les décisions. Les jeunes adultes ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas des exécutants. Ils ont vraiment besoin de sentir de manière plus générale qu'on reconnaît leur capacité à avoir de l'initiative. Et donc, si vous le pouvez, évidemment, il faut l'appliquer selon vos processus de production, puis aussi toujours en termes d'équité avec les autres employés. Mais si vous pouvez leur offrir un espace d'autonomie dans leurs tâches comme la décision, ce serait vraiment quelque chose d'apprécié. Et surtout, si vous pouvez aussi prévoir des moments de rétroaction avec eux. Donc, de voir, par exemple, donc là, on a vu que je n'ai plus d'espace. Comment tu vois ça? Est-ce que ça t'aide à te développer? Est-ce que tu sens que tu peux t'épanouir? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que ça te laisse trop d'incertitude ou que tu es trop laissé à toi-même? Ça peut les aider au développement d'un sentiment d'appartenance à votre organisation. Et donc, en lien avec ça, soutenir les initiatives pour connaître les efforts de l'employé dans le développement de l'entreprise et le recrutement. Ici, je vous donne par exemple l'exemple de Campus Squad qui a été mis en place par une entreprise, je pense, de Lévis, qui, elle, pour essayer de contrer le problème de pénurie d'employés, elle a mis en place avec des employés, c'est un employé qui l'a proposé, ils sont mis à 3-4 employés qui vont dans les activités sociales sur le campus de l'Université Laval, par exemple dans les 5 à 7 en faculté de génie, pour dire, hey, nous, telle entreprise, notre entreprise, en recherche des ingénieurs, on veut participer, on veut vous aider là-dedans. Ce qui fait qu'en allant directement voir les étudiants sur les campus dans les 5 à 7, quand l'étudiant a fini ou est en voie de finir son bac en génie, par exemple, il dit « Hey, j'ai entendu parler de vous par le Campus Squad, ça a l'air vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous mettez en place dans l'entreprise qui pourrait, moi, venir m'intéresser? » Donc, ce sont vraiment ces éléments-là. Il faut vraiment faire preuve d'autonomie puis de créativité, puis de laisser vos employés le plus possible, évidemment, dans la mesure du possible, de les laisser avoir d'initiative puis d'autonomie dans leurs tâches. Donc, ce que cela vous demande, c'est d'acquérir ou de continuer à consolider des habiletés relationnelles. Donc, je l'ai dit tantôt, puis je le répète, mais puis je pense que ça transparaît dans les diapositives que je vous ai présentées. C'est vraiment l'importance du lien relationnel que vous devez développer avec les jeunes adultes pour qu'ils sentent qu'ils ont une place dans laquelle ils veulent s'investir dans votre entreprise. Donc, tout ce qui est en termes d'écoute, de compréhension, d'empathie, autant pour vous-même comme gestionnaire que pour aider les jeunes adultes employés à développer lui-même ses propres habiletés relationnelles, le cas échéant, si jamais vous voyez qu'il a des difficultés, par exemple, à s'intégrer ou à s'adapter dans une équipe, dans votre entreprise, par exemple. Ce que ça vous demande aussi, si ce n'est pas le cas encore, de repenser le sens et la place du travail que vous voyez vous-même pour vos employés, mais aussi pour vous-même comme employeur. Et donc, c'est repenser l'idée de réussite professionnelle. Ce qu'on veut dire ici, c'est, ça je l'ai lu dans un article que je trouvais vraiment intéressant, il faut que ma job me rapporte, mais il faut que ma job m'apporte aussi. Donc, comme je disais tantôt, oui, rémunération financière, mais aussi rémunération sociale. Donc, il ne s'agit plus pour les jeunes adultes d'être stables en carrière, mais c'est aussi prendre soin de leurs autres sphères de vie. Donc, c'est là où il y a une réflexion à faire de votre part et par vous et votre équipe de direction sur le sens et la place du travail, le temps où le travail devait prendre toute la place, où la priorité devait être donnée au travail, à la carrière en tant que telle, et de plus en plus nuancée. Donc, il faut vraiment penser de votre part engagement et mobilisation. Il faut vraiment offrir un milieu stimulant d'apprentissage où le jeune adulte va sentir qu'il peut avoir un impact et qu'il peut faire une différence de manière concrète, quel que soit son poste de travail dans votre organisation. Donc, en conclusion, c'est vraiment un contexte inédit, ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc, il est difficile de dire qui des jeunes adultes ou du contexte actuel du marché du travail fait qu'il y a cette redéfinition du rapport au travail, mais ce rapport au travail qui se redéfinit est là et s'installe sans racine. Et donc, il est important pour nous, comme employeurs, de vraiment en tenir compte.
Il faut se rappeler aussi que oui, si les jeunes adultes, à cause du conseil de double pénurie, sont gagnants parce qu'ils ont le gros bout du bâton, ils sont aussi perdants parce qu'ils doivent mener leur carrière et leur vie dans un contexte où il y a beaucoup de diversité inédite. Donc, on parle par exemple d'éco-anxiété face au changement climatique, un accès plus difficile à la propriété et aussi, bien entendu, les pressions inflationnistes. Mais en tout et pour compte, on peut considérer que les jeunes adultes sont aux avant-postes des changements. Parce que, comme les générations précédentes, leurs besoins, leurs aspirations, les attentes qu'ils nous expriment actuellement, ils nous éclairent, entre guillemets, sur les changements à venir de notre société et dont on doit tenir compte. Et donc, si on ne veut pas être en réaction et pour être en anticipation, il est important de les écouter puis d'essayer de tenir compte le plus possible de leurs attentes face à leur carrière. Ça a fait le tour pour moi pour cette conférence. Ça a fait à peu près 30 minutes, 25-30 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais enlever maintenant le partage d'écran. Super, merci beaucoup, Eddie. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les écrire là, dans la conversation pour qu'on puisse les poser. J'ai commencé avec une première question qu'on avait de Simon Ostigui qui demande « Est-ce que vous remarquez un taux d'absentéisme plus élevé chez les jeunes au travail, j'imagine? » Le taux d'absentéisme, non, il est assez, en tout cas dans les recherches que je lis, il est assez minime dans la mesure où la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les jeunes adultes sont très sollicités. En fait, ils sont vraiment des mercenaires. Si on constate un taux d'absentéisme, c'est surtout qu'ils sont déjà en train de réfléchir à leur prochain job. Voilà. Okay. Génial. Je pense que ça répond bien à la question. Donc, j'ai laissé les gens poser des questions s'ils en ont. Entre-temps, moi, j'en avais une aussi de mon côté, tant qu'à faire. Je me demandais, surtout par rapport au constat, puis par rapport encore plus précisément au constat de la remise en question un peu du système actuel. Est-ce que c'est peu importe le domaine ou il y a quand même des différences d'un domaine à un autre de travail? En termes de secteur d'activité, Oui, exact. j'ai pas lu d'études assez fines qui montrent qu'il y a des différences entre ces secteurs d'activité. Peut-être la seule nuance que j'irais, c'est peut-être plus au niveau des secteurs de la production, donc production manufacturière, où là, tu sais, par exemple, le télétravail est difficile, voire impossible, ou dans puis plus relié à des postes de formation professionnelle collégiale ou secondaire, où là, le rapport de travail est encore plus classique, entre guillemets. Mais parce que c'est la façon de travailler qui est sur le plancher, où il n'y a pas de télétravail, où là, on est vraiment dans un rapport de travail plus classique. C'est plus ceux qui peuvent faire du télétravail ou dans des formations plus poussées, au niveau universitaire, par exemple, où là, on voit vraiment qu'eux, ils ont le gros bout du bâton. Là. Donc, eux, ils peuvent se permettre plus d'avoir ces comportements de mercenaires, entre guillemets. OK, je comprends, ça répond. On a une question de Marie-Émilie Dumais qui demande « Existe-t-il des organismes experts en formation des technologies? » Technologie au sens large ou technologie particulière? Avec des objectifs soutien dans le développement de formation continue, j'imagine technologie au sens large, tu sais, quand vous parliez des jeunes adultes qui avaient plus de facilité avec les outils technologiques, peut-être, des trucs comme ça. Ben, moi, ici, ce que je vous conseille, c'est vraiment parce que oui, il existe des organismes, que ce soit public, parapublic ou privé, là, parce que là, je pense par exemple aux universités ou au cégep, quand je pense au public. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre contact selon votre région administrative avec Service Québec. Le service aux entreprises de Service Québec qui, eux, sont vraiment là pour vous accompagner à ce niveau-là. Moi, je suis très impliqué avec Service Québec Estrie, donc là où je suis à l'Université de Sherbrooke. Et ce qu'ils me disent à Service Québec Estrie, c'est que vraiment, ils sont vraiment à l'écoute 24 heures sur 24 quasiment avec les besoins des entreprises pour essayer de les référer vers les meilleures ressources. Définitivement. Une question d'Alexandra Baudouin qui demande comment favoriser l'atteinte d'objectifs chez les jeunes adultes, de leurs objectifs, j'imagine. L'objectif de carrière, j'imagine, l'objectif professionnel. Je pense que j'ai donné une bonne partie dans le PowerPoint. C'est vraiment les stimuler, puis vraiment reconnaître leurs capacités puis leur potentiel. Puis je vous dis de manière très
très anecdotique à la limite, je vous dirais. En termes de reconnaissance, moi, ce que j'ai constaté, puis je l'ai constaté avec d'autres collègues aussi, c'est que quand j'ai un étudiant, parce qu'ils ont entre 22 et 30 ans, mes étudiants, donc vraiment la génération des jeunes adultes, quand ils m'écrivent, je leur réponds toujours, puis je finis, ben, je leur réponds toujours, bien entendu, là, mais je finis toujours en disant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'en dis-tu? L'idée ici, c'est hyper banal pour moi, de ma génération. Je suis proche de la cinquantaine. Mais pour eux, c'est vraiment le message qui est lancé, c'est que j'arrive pas en disant avec c'est comme ça, puis c'est tout. Je leur retourne la balle. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme j'écris dans le PowerPoint, leur offrir un espace d'écoute. Oui, c'est moi le professeur, c'est moi le responsable de programme. En termes hiérarchiques, en termes d'autorité, je suis un peu, c'est moi qui prends la décision. Mais c'est vraiment leur faire sentir que tu as une place à prendre dans la décision que moi, je dois prendre. Et non, je suis le seul qui prend la décision, tu n'as rien à dire. Voici la décision, puis c'est tout. On n'est plus vraiment là, on est vraiment plus, oui, c'est moi qui prends la décision, mais je veux que tu aies une place à dire. Donc, juste leur dire, qu'en dis-tu, qu'en penses-tu? J'aimerais avoir ton retour là-dessus. Donc, il y a vraiment l'idée d'installer un dialogue tout en gardant bien à l'esprit, bien entendu, que c'est moi qui prends la décision. Je ne sais pas si ça répond à la question. Elle avait précisé que c'était des objectifs liés à la gestion de la performance. Donc, moi, comme je disais tantôt, c'est vraiment la reconnaissance. La mhm. vraie reconnaissance. Puis, donc, tu sais, j'entends certains employeurs d'industrie qui me disent au début, puis au début, c'est les 3 premiers mois, je prends 1 heure et demie chaque semaine avec mon nouvel employé pour regarder comment ça se passe. Puis il me dit, oui, c'est très difficile pour moi, 90 minutes par semaine avec cet employé-là, de dégager ça de mon agenda, mais je suis gagnant sur les 5-10 prochaines années. Et oui, la rémunération financière est très importante, mais on le sait, hein, c'est la rémunération sociale, les conditions de reconnaissance, de conciliation, de flexibilité, c'est ça qui peut être un investissement à moyen long terme pour garder ces jeunes adultes-là. Super. J'avais une question de Geneviève Dubé-Marcel qui demande anticipez-vous un changement de comportement des jeunes avec le ralentissement de l'économie, les coupures d'emploi, l'instabilité du marché du travail en ce moment? C'est une excellente question. Je ne veux pas dire que les autres ne l'étaient pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question dans le sens qu'on est beaucoup à se poser la question depuis environ 6 mois avec le ralentissement économique, effectivement. On se demande comment les jeunes adultes vont réagir. Il y a à peu près 2 semaines, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Radio-Canada, il y a un reportage en Ontario qui indiquait que les jeunes adultes, un sondage qui indiquait que les jeunes adultes étaient pour la première fois se désengager du Parti libéral du Canada pour aller de plus en plus vers le Parti conservateur du Canada. Le lien que je fais ici, c'est que le Parti conservateur du Canada, de manière générale, a une approche beaucoup plus conservatrice du marché du travail. Donc, on sent que les jeunes adultes commencent à être sensibles face à l'instabilité et la précarité du marché du travail. Et donc, ils sont sensibles à l'effet ou qu'ils prennent conscience que ils ont beaucoup moins d'atouts que ça, que finalement, ils n'ont pas si tant que ça le gros bout du bâton. Et donc, l'ordre est vraiment dans l'expectative dans la mesure où on s'attend à ce que les jeunes adultes recherchent de plus en plus, comme les générations précédentes, à une plus de stabilité en carrière. Mais là, c'est vraiment, je dirais, limite spéculation, boule de cristal, là, parce que c'est beaucoup trop tôt pour réagir là-dessus. Anne-Marie Côté demande croyez-vous que les jeunes choisiront un jour d'occuper plusieurs emplois à temps partiel au lieu d'un seul? Est-ce que c'est une tendance à anticiper? C'est une tendance, oui, c'est possible, mais ce qu'on constate aussi par ailleurs, qui n'est pas en lien nécessairement avec la carrière, c'est que les jeunes adultes veulent aussi fonder une famille, veulent aussi devenir propriétaires. Et ces deux projets vides-là nécessitent un minimum de stabilité professionnelle et financière. Donc, pour moi, je suis assez nuancé. Je dirais entre 18 et 25-26 ans, oui, occuper plusieurs emplois à temps partiel parce que c'est un peu des mercenaires, ils veulent vraiment combler puis ils veulent vraiment gérer leur vie. Mais entre 18 et 25-26 ans, ils sont encore en train d'expérimenter de manière générale leur vie familiale puis aussi accéder à la propriété. Plus on s'en va vers la trentaine, plus là, la pression se fait forte pour fonder une famille, pour acheter, pour devenir propriétaire. Et là, comme je disais tantôt, ça demande une certaine stabilité. Et donc là, c'est vraiment un équilibre. Est-ce que je suis capable de tolérer l'incertitude d'avoir plusieurs emplois et de l'autre côté, avoir un enfant? Ça, je pense que rendu 30-35 ans, là, ils vont se calmer, entre guillemets, ils vont plus se chercher un emploi à temps plein permanent.
Il y a Stéphanie qui demande, elle a 2 questions. Donc, la première, sait-on comment les autres générations réagissent à cette transformation amorcée par les jeunes? Euh, je sais qu'ils réagissent. Je le sais beaucoup moins parce que moi, je suis plus centré sur les jeunes adultes, bien entendu. Mhm. Les autres générations, je veux dire, les autres générations, c'est les 35 ans jusqu'à 65 ans. Parce qu'au Québec, on considère jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Puis là, entre 35 et 65, on parle au moins de 3 ou 4 générations. Donc, c'est assez difficile de donner une réponse globale, là. Mais je vous dirais que pour l'instant, ils réagissent bien parce que la pénurie leur profite à ces générations-là aussi. Vous le savez, il y a le gouvernement québécois en particulier, québécois du Québec en particulier, met en place ou a mis en place des incitations fiscales pour retenir les gens le plus possible sur le marché du travail, donc les personnes qui ont 65 ans et plus. Fait que tout le monde est à peu près gagnant dans l'histoire. Donc, je vous dirais que c'est pas mal la seule réponse qui a de l'allure pour moi que je peux vous donner pour l'instant. Bon. La deuxième question de Stéphanie, c'était, savez-vous si les jeunes préfèrent des organigrammes plats ou à plusieurs échelons pour pouvoir grandir? Plat dans le sens horizontalisé puis verticalisé, là, en termes de structure de hiérarchie, puis c'est dans ce Je sens-là. ne sais pas, je vais laisser Stéphanie peut-être répondre. Ouais. Elle a dit oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je vous dirais là encore, puis je pense que c'est un bon reflet de la société québécoise dans la mesure où ils vont chercher un compromis. Ils vont avoir besoin d'avoir un management verticalisé. Premièrement, parce que ils en ont besoin pour se donner un cadre, ce qui est important en début de carrière. Puis deuxièmement, parce ils sont aussi des personnes ambitieuses, donc ils veulent sentir qu'éventuellement, ils vont pouvoir progresser et avoir un certain leadership, un certain pouvoir d'impact. Mais en même temps, ils veulent sentir que leur chef de service ou leur directeur, directrice ou leur vice-président reste quand même quelqu'un d'accessible, reste quand même quelqu'un qui leur donne de l'espace. Par exemple, par exemple, dans la redéfinition d'un plan stratégique. Donc, il y a vraiment cet équilibre-là qu'il faut trouver. Comme je disais tantôt, ils veulent qu'on vienne les interpeller quand il y a des décisions à prendre, mais ils ont conscience que ce n'est pas eux qui vont décider, que c'est mon boss qui va décider. Mais avoir voix au chapitre, c'est important pour eux. Super. Juste mentionner que tout le monde dit merci, là, donc vous répondez bien aux questions, Okay, ça c'est super, beau. tant mieux. Puis vous pouvez, là, il n'y a plus de nouvelles questions, donc si jamais il y a des gens qui veulent les poser, ce serait maintenant ou jamais. En attendant, peut-être, je ne sais pas si vous avez des pratiques RH qui, selon vous, sont rendues des incontournables pour les jeunes. Vous en avez nommé un peu dans les pistes et tout, mais si vous en avez quelques-unes que vous voulez conseiller aux employeurs, ce seraient lesquelles, là, les principales? Ce que je retiens de mes lectures puis de ce que j'entends de mes collègues, c'est vraiment la conciliation. Premier mot, conciliation. Donc, conciliation, oui, les horaires flexibles, mais c'est vraiment puis comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement avoir des horaires flexibles, mais de sentir que si jamais j'ai besoin, j'ai une ouverture de mon employeur pour avoir une certaine flexibilité, conciliation. Je dirais aussi, en fait, il y a 3 autres éléments, sentiment, compétence, autonomie et reconnaissance. Donc, reconnaissance que je participe à l'entreprise. Et ça, vraiment, comme je disais tantôt, soutenir l'initiative pour améliorer les processus de production, les processus de gestion des ressources humaines. Compétence, sentir que je peux avoir accès à la formation continue, puis sentir que je suis reconnu aussi dans ce que je fais, puis l'autonomie, bien entendu. Ça, c'est vraiment dans ces 4 éléments-là en pratique de gestion des ressources humaines, c'est ce qui ressort de plus en plus. Je veux dire aussi en termes de formation continue, j'entends beaucoup aussi d'employeurs qui sont fatigués de constater que, par exemple, il faut qu'il y ait des places disponibles dans des centres de formation professionnels ou dans le cégep. Ce qu'ils font, c'est qu'en collaboration avec le Service Québec dans leur région initiative, ils partent des cohortes. Ils embauchent un formateur, puis ils partent des cohortes dans leur propre entreprise. Et ça, ils s'aperçoivent, oui, c'est un coût important, mais il y a des subventions de Service Québec, mais ils savent qu'à moyen et long terme, c'est gagnant pour eux. Et pour les employés, ils voient qu'ils sont reconnus dans leurs attentes par leur employeur. Puis je vous dis que c'est pas mal ça.
Super, super pertinent. Mhm. Juste dire que je suis plus dans la catégorie justement des jeunes employeurs de mon côté, puis je me Ouais, retrouve dans beaucoup de choses que, que vous avez super. mentionnées tout au long là, de la rencontre. Donc, il ne semble pas avoir d'autres questions, donc je pense qu'on pourrait terminer sur ces Mhm. mots.